Durant le mois qui sépare la fête de Pourim de celle de Pessah, il y a de quoi se demander si les Juifs ne seraient pas un peu portés sur la bouteille. Entre le festin de Pourim, durant lequel il est prescrit de s'enivrer, et les 4 coupes de vin obligatoires qui rythment le Seder de Pessah, on a comme l'impression que le vin est l'élément incontournable qui permet de vivre et de comprendre pleinement le sens profond de ces commémorations. Mais vous vous êtes certainement déjà demandé pourquoi ce vin doit-il être kasher ? Ou pour le dire autrement, pour se mettre déjà dans l'ambiance du Seder, en quoi un vin kasher est-il différent des autres vins ? Eh bien, pour en parler, nous recevons un spécialiste en la matière. Bonjour, Nathan Grandjean. Bonjour. Buvons à la santé des amis et des rires que je vais retrouver. Alors, votre métier, c'est conseiller en dégustation de vin kasher, donc. Et vous êtes aussi commerçant en vin, puisque vous avez fondé le site yavin.fr, consacré au vin kasher. On va en parler un peu plus tard de votre métier, mais d'abord quelques mots de théorie. Dans la Torah, on parle beaucoup de règles alimentaires qui concernent les mammifères, les volailles, les poissons, et pas un mot sur le vin. Alors d'où est-ce que ça sort cette histoire de vin kasher ? D'abord, une règle de base, c'est que le vin, techniquement, c'est du raisin et encore du raisin. Le raisin, comme tout fruit et légumes, c'est kasher par définition. Quand on va parler de cacheroute à propos du vin, en fait, c'est un peu un abus de langage. C'est pas tout à fait dans le même sens qu'un problème d'un aliment qu'on achèterait et qu'on demande s'il est kasher ou pas en fonction de la composition. Est-ce qu'il y a des aliments taref, on dirait, donc interdits à la consommation, venant d'animaux ou interdits par exemple. Qui a inventé cette histoire de vin kasher ? Voilà. Et là, on remonte dans l'histoire et dans la culture. Alors, c'est un petit peu compliqué dans le sens où le vin, ça a un rôle dans nos cultures occidentales très particulier, depuis la nuit des temps. C'est rappelé dans la Bible avec déjà l'histoire de Noé qui sort de son bateau. Mais donc, plus traditionnellement, on va dire que ça a toujours un rôle social, culturel et religieux crucial. Déjà, dans le temps des Grecs, des Romains, des orgies, c'était aussi un événement, enfin quelque chose qui... C'est un élément qui fait partie du rituel. Tout à fait. Ouais. Et dans le judaïsme aussi, puisque tous les sacrifices sont accompagnés de vin. Exactement. Donc, c'est quelque chose qui va être utilisé aussi bien religieusement que culturellement pour marquer des moments forts. Vu le rôle religieux du vin, en fait, à la base, dans la Torah, il y a un interdit sur le vin. Ah. Simplement, le vin lié à l'idolâtrie. Donc, c'est-à-dire que d'après la Torah, un vin qui aurait servi à un culte étranger, donc il y a une nesser, est interdit à la consommation. Exactement. Ça, c'est dans la Torah. A priori, le vin qu'on achète au supermarché, il n'a pas été en contact avec un culte. Tout à fait. Donc, ça fait plus de 2000 ans qu'en fait, au-delà de l'aspect purement technique qui pourrait être que c'est un support idolâtre, une offrande idolâtre, qui l'interdirait donc par définition radicalement. Au-delà de ça, même si on ne craint pas du tout le contact avec l'idolâtrie ou l'enjeu religieux qu'il y a dans le vin, même si des fois les Français surtout en font toute une religion, mais c'est pas ça le problème. C'est vraiment une réflexion sur le rôle du vin, l'enjeu du vin en tant que tel, l'image que ça véhicule et tout ce que ça peut ouvrir comme horizon socio, culturel, religieux. Ça a été élargi par les rabbins il y a plus de 2000 ans. C'est à ce moment-là qu'on commence à dire qu'un vin doit être donc kasher. Voilà. Kasher au sens séparé, pas partagé n'importe comment. Et alors, comment on fait pour que ce vin soit kasher ? Alors, qu'est-ce qu'un vin kasher ? Tout simplement, c'est pas du tout, encore une fois, lié à la composition. Ça va être que tout le processus de fabrication du vin doit être fait par des personnes, entre guillemets, assermentées par un organisme qui va agréer, qui va attester que ce vin est kasher. Donc, ça va être par des personnes pratiquantes, qui, depuis le moment où on obtient des jus, donc quasiment après les vendanges, dès que les raisins reviennent des vignes, jusqu'à l'embouteillage où la bouteille sera fermée, scellée, on va faire toutes les manipulations par des personnes pratiquantes. Par des juifs pratiquants. Tout à fait. Il faut que ce vin n'ait pas été en contact avec quelqu'un qui ne soit pas juif pratiquant. Tout à fait. Donc, si je traduis, ça veut dire que il a été produit, manipulé, etc., par quelqu'un qui comprend, avec lequel on est, entre guillemets, sur la même longueur d'onde, sur le rôle, l'enjeu, les spécificités du vin dans la Torah, et que ça doit pas être partagé n'importe comment. J'entends bien, mais est-ce qu'on n'est pas un peu dans la pensée magique là ? C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte d'influence de la pensée de la personne qui supervise la production du vin sur le vin ? Vu l'enjeu que c'est pour nous et pour les autres aussi, c'est-à-dire pour tout le monde, quoi. On doit bien savoir ce qu'on y met, ce qu'on prête au vin. Le rôle, c'est pas de la magie, c'est juste l'enjeu que c'est dans la société.
de partager un verre de vin, de boire un verre de vin ensemble, de trinquer ensemble ou de célébrer quelque chose C'est sur la signifiant. main. C'est très signifiant. Et ça, on tient à le préserver parce que c'est fragile. Ça explique donc ces deux polarités qu'il y a au sein même de la tradition juive dans le rapport au vin, parce qu'on a d'un côté toutes ces figures qu'on a évoquées de Noé qui se vautre dans le vin à la sortie du déluge, de Lot aussi qui commet l'inceste avec ses filles après s'être enivré, des fils d'Aaron, Nadav et Avihu, qui ont été, d'après le Midrash, tués parce qu'ils sont rentrés en état d'ivresse dans le temple. Et d'un autre côté, cette grandeur du vin qui accompagne tous les rituels, c'est-à-dire le vin, ça dépend un peu de ce qu'on en fait pour qu'il Tout à soit fait. acceptable. Exactement. Voilà. Bon, la liste est longue du rôle du vin ambigu dans la Bible. Par ça, dans tout ce qui est les hagiographes aussi, le rôle du vin est souvent mentionné. Dans le Cantique des Cantiques. Voilà, Nirnas Yain Yod Sesod, que le vin rentre et le secret sort. Il y a vraiment beaucoup de littérature là-dessus qui montre l'ambiguïté, la complexité de l'enjeu du vin, mais qu'on cherche pas du tout à repousser, contrairement à certaines autres religions qui, du coup, par peur de ça, cherchent à couper court à toute relation au vin. Pas du tout, nous on l'assume, mais simplement c'est très complexe, délicat, donc on fait très attention, donc on fait attention de bien savoir ce qu'on met dedans quand on partage ça avec quelqu'un. À l'intérieur même des vins cachers, il y a deux types de vins. Il y a ce qu'on appelle un vin mevouchal et un vin pas mevouchal. Et sur toutes les bouteilles de vin, il y a écrit si un vin est mevouchal, littéralement, ça veut dire un vin cuit. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire un vin mevouchal? Alors, un vin, c'est un produit vivant. C'est-à-dire que c'est un vin qui est en perpétuelle évolution, avec des réactions chimiques très lentes, qui vont valoriser le vin sur le long terme, surtout certains vins qu'on appelle des vins de garde, par exemple. C'est un produit où il se passe plein de choses dans une bouteille, au niveau chimique. La pasteurisation d'un vin, comme d'autres pasteurisations, en fait, tue le produit. Tue toutes sortes d'éléments du vin qui va empêcher certaines réactions chimiques de se faire. Donc, en fait, un vin cuit, Mevouchal, c'est plus du vin. C'est plus un vin dans le sens où c'est un vin mort, entre guillemets. Je caricature. Oui, c'est chimique même, c'est pas juste symbolique. Ah non, c'est chimique. Il évoluera pas de la même manière. D'accord. Donc, comme la pasteurisation, les mêmes effets que la pasteurisation sur n'importe quel autre. Alors pourquoi on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on tue le vin? Alors justement, puisque le vin n'est plus tout à fait du vin avec tout ce qu'il a de complexe, la richesse qu'il peut développer, eh bien, il peut plus jouer ce rôle-là. Ça veut dire que ça vient à la base, ça vient du temple. Au temple, on ne pouvait pas apporter les libations, donc les sacrifices qui venaient avec du vin. On ne pouvait pas amener du vin s'il était cuit, justement. D'accord. Et donc, pour le Rambam, par exemple... Maïmonide, ouais. Voilà, Maïmonide. On ne peut pas faire le kidouche sur un vin mevouchal. D'accord. Il dit, soyons cohérents, vu que, effectivement, pourquoi au Beth Amikdash, au temple, on ne peut pas amener de sacrifice avec un vin cuit, eh ben c'est parce que c'est plus du vin, et donc il n'y a pas de raison que quand on fait le kidouche sur du vin, eh ben on puisse utiliser un vin cuit qui n'en est plus. Donc en fait, on a inventé ce subterfuge, si je comprends bien, pour éviter ces situations où certaines personnes peuvent pas toucher le vin. C'est plus du vin, donc tout le monde peut s'en servir. Voilà. Le prix à payer, c'est que certains avis diront qu'on ne peut pas faire le kidouche sur du vin mevouchal. Bon, c'est pas un avis suivi dans la halakha, mais dans la pratique, forcément, mais en attendant, voilà, c'est bien ça l'enjeu, et le prix à payer, c'est que, justement, il y a plus ce genre de barrière, ça fait un peu sauter ce genre de barrière, de partage, justement, parce que ça n'a plus le même rôle, le même enjeu. Ça neutralise en quelque sorte la charge symbolique, religieuse du vin. Mais alors, à cause de cette histoire de mevouchal, les mauvaises langues disent qu'un vin cachère ne sera jamais aussi bon qu'un vin pas cachère, qu'un vin classique. C'est vrai, cette histoire? Dans la pratique, il peut y avoir des petites différences marginales qui peuvent impacter quand même la qualité du vin. Un exemple, par exemple, ce qu'on appelle les vins d'assemblage, qui est la norme à Bordeaux, par exemple, où on va faire du vin avec deux types de raisins différents, du Merlot et du Cabernet Sauvignon. En général, on rajoute d'autres petits cépages complémentaires qui vont apporter chacun leur petite touche au vin, comme des cépages moins connus, comme le Malbec, le Petit Verdot, ou le Cabernet Franc, qui vont être utilisés des fois de manière vraiment marginale. C'est-à-dire à 1%, on va rajouter 1% ou 2% qui viendront ajuster le produit tel que le maître de chai voudra le faire. D'accord. Et en fait, ça, pour le coup, quand on fait du vin cachère, ça devient compliqué. Parce que si on fait 6000 bouteilles d'un grand cru à Bordeaux, on peut faire une cuve de Merlot, de Cabernet Sauvignon, mais si on doit avoir 50 litres de Malbec à la fin, c'est très difficile à gérer en cachère. Ne serait-ce que parce que les temps de vendange ne sont pas les mêmes.
Ça demande une cuve, en fait, personne ne vinifiera 50 litres. Donc il faut une grande cuve. Ce qui est de fait, ça va complexifier. Donc souvent, les vins ne seront pas exactement avec le même exactitude. Pour ces raisons-là, il manque une certaine subtilité dans certains vins cachers. Voilà. Autre raison, c'est tout simplement de fait, les vendanges se passent à une époque qui justifie d'ailleurs que Sukkot soit la fête, soit à ce moment-là. C'est la fin en fait des vendanges. Les vendanges, ça tombe pile pendant les fêtes de septembre, octobre. Or, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot. Tout à fait. Et donc en fait, c'est juste le moment où on a besoin d'être là au jour le jour, à chaque instant, de manière parfois très 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 précise. Et là, quand on leur explique, ah mais non, mais c'est Shabbat, on doit partir, ou je peux venir, mais dans 3 jours, il y a Shabbat dimanche lundi avec Rosh Hashanah qui tombe, donc il faut attendre 3 jours. Là, des fois, ils disent, mais attends, vous n'avez pas compris que dans du vin, c'est précis. Si ils attendent la pluie le lendemain, par exemple, les conséquences peuvent être importantes sur la qualité du produit. Donc il faut adapter sur des moments cruciaux au calendrier juif. Et ça, c'est pas forcément facile à gérer. Mais alors j'allais vous demander justement comment on fait pour produire du vin cachère. On va chez un viticulteur non juif a priori, à moins qu'il y ait des viticulteurs juifs, je sais pas, vous allez nous le dire. Et puis on lui dit, écoute, tu t'occupes de rien, touche pas à ton vin, on s'occupe de tout. Alors ça, c'est un sujet délicat. Il faut être un peu culotté quand même. Il faut être culotté et un grand producteur, c'est un bon producteur qui fait du vin et qui n'a pas de mal à le vendre, qui est demandé à l'international, comme c'est souvent le cas chez les grands producteurs français. Se lancer dans l'aventure cachère, avoir quelqu'un dans les pattes qui n'est pas forcément aussi compétent qu'eux, qui ne comprend pas bien les enjeux, c'est pas évident. C'est pour ça que pendant des années, d'ailleurs, on n'avait pas des grands faiseurs de vin qui acceptaient de faire du cachère. Ça a changé depuis une quinzaine d'années. Ce qui a permis d'ouvrir la culture au grand vin dans le monde juif. Mais c'est vrai que, alors en Israël, le problème ne se pose pas parce que les propriétaires terriens viticoles sont juifs. Et ils se lancent la plupart du temps dans le cachère, sauf les très bons qui veulent pas faire du cachère, pour des raisons idéologiques ou culturelles, ou bien par purisme. Pour pas se déconsidérer. C'est eux qui font leur vin. Non, parce que, encore une fois, chez un petit vigneron, c'est son produit, c'est son bébé. Bien sûr. Si c'est une grande industrie, on parle pas de ça, mais si c'est un vrai faiseur, un vrai passionné, c'est lui il discute avec son vin, il agit sur son vin. C'est pas juste une façon de parler. Donc, je comprends bien la difficulté du cachère qu'on rencontre en France chez n'importe quel faiseur. Je dis non, mais moi, je veux pouvoir tout goûter, toucher, voir. Et là, je dois appeler quelqu'un à chaque fois que je dois faire un échantillonnage sur mon vin. Donc, c'est compliqué. Bref. Donc, aux États-Unis, il y a des faiseurs cachères, très qualitatifs d'ailleurs, qui font des très bons vins, qui ont des. On dit faiseurs. Oui, tout à fait. D'accord. Des vignerons. Vigneron, c'est vraiment le travail dans la vigne. Faiseur, il y a plusieurs rôles. Producteur, quoi. Voilà. D'accord. Et en France, il y a des faiseurs juifs, il y a un faiseur qui fait que du vin cachère à Bordeaux, un petit domaine qui s'appelle très qualitatif d'ailleurs, le domaine Rose Camille. Mais c'est une exception en France. En Italie, il y a un ami qui s'appelle Elie Gauthier, qui a un domaine qui s'appelle Cantina Giuliano en Toscane, qui fait que du vin cachère aussi. D'accord. Qui fait un petit restaurant qui surfe sur la vague de l'œnotourisme. Je recommande tout le monde la visite, c'est vraiment sympa. Avec un bon restaurant cachère, fait maison, très, très bio, c'est sympa. Mais sinon, effectivement, ça reste très marginal. Et alors vous, concrètement, Nathan Grandjean, vous avez fondé donc ce site internet qui s'appelle yavin.fr. De quoi est-ce qu'il s'agit ? Donc moi, je suis professeur de physique de formation. J'ai travaillé, après quelques années d'enseignement, je me suis réorienté dans l'alimentation cachère pour une dizaine d'années. Et puis, je suis arrivé à un âge où je me suis dit qu'il était temps de faire ce que j'aime. Donc, le vin. C'était pas tout à fait au début dans une optique business, c'est pas ma culture, mais plus donc j'organisais des dégustations et puis je ramenais des produits que les gens ne connaissaient pas à des clients amateurs. Je les formais à la dégustation du vin, donc avec des sommeliers, avec l'aide d'amis. Et donc en France, on achète son vin cachère en épicerie, rangé entre les bambas et les surgelés. Vendu par des gens qui n'y connaissent absolument rien. D'accord. Au même titre, qui ne connaissent pas forcément comment on fait des bambas et du poisson surgelé. Donc, D'où votre titre de conseiller en dégustation. Et donc sur votre site, on peut acheter toutes sortes de vins. Que j'aurais sélectionné.
D'accord. En général, pas le cas, justement, chez quelqu'un qui est non caviste, parce qu'il ne sait pas comment se sélectionner, il ne connaît pas grand-chose. Donc, et alors, ces dernières années, il y avait la mode des vins israéliens, des vins californiens. Sur quel registre vous êtes-vous? J'ai vu qu'il y a des vins allemands qu'on peut acheter sur votre site. Classiquement, dans le monde du vin, on sépare deux familles de pays producteurs. On va dire, il y a l'ancien monde et le nouveau monde. Ouais. L'ancien Pour monde, parler comme Macron. Ouais. Ouais, c'est pas exactement le même sens, mais donc l'ancien monde, c'est une valeur pour moi. Soyons clairs. C'est donc la France, l'Italie et l'Espagne qui a eu une très longue tradition de vin et qui a ce qu'on appelle, pour faire très simple, une tradition de terroir. Donc avec des régions typiques qui ont une vraie typicité sur leur vin, qui utilisent exclusivement un ou plusieurs cépages qu'on retrouve en général pas forcément ailleurs, mais en tout cas qui savent qu'en Bourgogne, on ne fait que du pinot noir en rouge et que du chardonnay en blanc. Point, c'est comme ça. Pas un producteur de Bourgogne ne va pas se mettre à dire bon, tiens, si je faisais un petit merlot parce qu'on m'en demande aux États-Unis. Non, c'est pas comme ça. En Bourgogne, je fais en Toscane, on a tel cépage, en Rioja, on a du local, quoi. Du local. Parce que le nouveau monde, ce serait plus. Voilà, donc il n'y a pas cette culture-là, donc ils essayent un peu tout, et ils font ce que les clients demandent. Bon, ils adaptent, ils essaient de faire ça très bien, des fois extrêmement bien. Hein, donc le Nouveau Monde, donc l'Argentine, les États-Unis, la Californie, ouais. Voilà. Et Israël. Et Israël, l'Australie, la Nouvelle-Zélande sont les grands faiseurs, l'Afrique du Sud. Eux font un peu tous les cépages. Et donc en Israël, on trouvera évidemment les grands cépages bordelais que tout le monde connaît, bien qu'en fait ce soit une aberration. Puisque en France, par exemple, personne ne viendrait en Provence ou dans la vallée du Rhône où il fait très chaud planter du Merlot, du Cabernet Sauvignon que tout le monde connaît, parce que c'est pas du tout adapté au climat de la Méditerranée. C'est un cépage Bordeaux, c'est océanique. C'est hérétique aux yeux d'un producteur de vin. Ouais, tout à fait. Donc vous êtes un caviste en vin cachère, pas forcément porté sur les vins israéliens. Alors, il existe malgré tout des vins, des producteurs israéliens, des petits producteurs, pas ceux qui répondent à la demande d'anciens buveurs de coca qui veulent se mettre au vin. Mais c'est une étape obligée. Hein. Simplement, moi, ça ne me correspond pas à ce que j'aime particulièrement. Plutôt ancien monde. Ouais. Tout à fait, ouais. Qui sait adapter les cépages, le vin qu'on produit au terroir, donc au climat, etc. Donc il y a des caves comme Netofa ou un ancien français qui était longtemps aux États-Unis, qui s'appelle Capsuto aussi, que moi j'importe par exemple, qui sont des vins. Il y a aussi les grands domaines comme le vin du domaine du Castel qui fait des très beaux vins, en style français, mais qui aussi ces dernières années évolue un peu pour répondre à la demande et qui se normalise vachement les goûts. Mais ça reste un très bon domaine. Il y a beaucoup de domaines qui font plein de vins qui plaisent, qui sont très très bien, mais qui rendent absolument pas la spécificité du terroir israélien, alors qu'il y aurait vraiment matière à faire des trucs fantastiques dans un pays comme ça. Alors justement, pour terminer cette émission, c'est bientôt au Pessah. Le vin, c'est central à Pessah. Tout le monde va faire ses courses de vin cachère pour le Seder. Est-ce qu'il y a un vin que vous pourriez nous recommander pour le Seder? J'ai trouvé depuis 2 ans maintenant un grand domaine, réputé mondialement, qui vend ses vins haut de gamme dans le monde entier, dans le nord de la vallée du Rhône, ce qu'on appelle le Rhône septentrional, sur des appellations qui font rêver, qui mettent des étoiles dans les yeux de tout amateur de vin, mais que le monde cachère connaît peu. Et qui s'appelle comment donc? Alors c'est des Côte-Rôtie, Condrieu, Saint-Joseph, Creuse-Hermitage. Creuse-Hermitage, ça existait, mais c'est le moins, c'est plus au sud. Ces appellations comme Condrieu, Côte-Rôtie sont des appellations prestigieuses au sud de Lyon, à côté de la ville de Vienne, vraiment les coteaux le long de l'autoroute du Soleil. D'accord. Et donc chez nous, on a fait depuis 2 ans du vin là-bas et on propose un Syrah, c'est le cépage majoritaire là, unique en fait en rouge, c'est la Syrah et on met sur le marché depuis 1 mois maintenant un vin de chez eux qui est pour moi vraiment une bonne solution pour le Seder, puisque un des enjeux de la consommation du vin, c'est de savoir accorder le vin à ce qu'on mange. Or, pendant le Seder, au début, on boit du vin, des verres qu'il faut finir, plus ou moins finir, mais on mange pas. Ouais. Et donc ça, c'est un vrai enjeu. Donc, comment boire du vin sans manger à jeun, c'est difficile. Donc, il faut trouver la bonne solution. Alors, sur Yavin, donc, on a mis en place 2 projets qui me tiennent à cœur, je trouve, qui sont assez originaux, dont je voulais vous faire part. Le premier, c'est le gastronome. C'est en fait le vin. L'importance du vin est aussi liée à son accord avec ce qu'on mange. Donc, faire une dégustation de vin, c'est bien pour un pro. Quand on n'est pas pro, c'est difficile d'apprécier un vin sans support. Il faut qu'il se marie bien avec la viande, le poisson qu'on va manger. Ça fait partie de la science de
de la dégustation du vin. Donc en fait, on a mis en place avec un des meilleurs chefs cachers du monde, qui est le chef Guzman, qui est un ancien du Cavode et de l'Atelier d'Élie, deux bons restaurants parisiens. On a mis en place une offre de chef à domicile, où donc lui vient cuisiner à la maison et propose des repas fantastiques, très haut niveau gastronomique, ce qui est une première dans le monde de la gastronomie cachère aujourd'hui. Et en même temps, parallèlement, moi je présente des vins, je fais une dégustation pédagogique qui permet de comprendre mieux les accords mets-vins, ce qu'on appelle les accords mets-vins, donc comment on associe un vin, comment on met en valeur un vin et comment on met en valeur la nourriture l'un par rapport à l'autre. Et donc sur Yavin, on trouve littéralement de quoi boire et manger. Tout à fait, à boire et à manger. Et dernière chose que je pense que c'est intéressant, ça intéressera beaucoup de monde, c'est qu'on a mis en place une formation moi je suis diplômé de l'école du vin de France, qui est une des prestigieuses écoles sur Paris de dégustation, en formation courte, qui donne des diplômes reconnus internationalement. C'est diplômant, donc par un diplôme anglais qui s'appelle WSET. Et on est en train de mettre en place pour CT normalement une formation cachère en partenariat avec eux, où les gens, soit des amateurs viendront élargir leur culture, affiner leur culture, soit des professionnels qui viendront apprendre par de la formation à présenter du vin, à connaître mieux les vins, et donc une petite formation professionnelle calée sur le programme de l'école du vin, réputée mondialement, avec des vins cachers adaptés aux cachers. Donc on sait maintenant ce que Nathan Grandjean va boire le soir du CEDER. Quant à vous, je vous recommande chaleureusement de vous rendre sur yavin.fr pour faire votre sélection, pour vous initier également à toute cette science, cet univers du vin cachère. Merci beaucoup Nathan Grandjean. Chag Sameach. Et à bientôt pour de nouvelles émissions sur Academ. Au revoir. Buvons à la santé des amis et des rires que je vais retrouver, qui vont me revenir. Tant pis si ces seigneurs me laissent à terre, je serai sous dans une heure, je serai sans